Salut à tous, salut à toutes. After Stade, c'est votre rendez-vous football. Aujourd'hui, émission un petit peu particulière parce qu'on va parler de compétition interclub sur le continent. Donc, on veut dire par la Ligue des Champions et Coupe de la CAF. Quatrième journée de la phase de groupe d'un côté, deuxième journée de l'autre. On va revenir sur les enjeux, sur les tenants aboutissants de ces deux journées. Aussi voir quelles sont les forces en présence et un petit peu analyser tout ça. Ça, c'est pour le menu et forcément, vous connaissez la formule. Je ne serai pas seul pour débattre. Mes invités du jour, Firas Kefi, journaliste d'Express FM. Bonjour Firas. Bonjour Mansour, bonjour Terence. Ravi de t'avoir parmi nous. Merci. Et Terence Keng, notre consultant. Bonjour Terence. Bonjour Mansour, bonjour Firas. Bonjour. Alors messieurs, on va commencer forcément par la Ligue des Champions de la CAF. Les choses sérieuses vraiment maintenant sont lancées, quatrième journée déjà. Mais avant de parler des matchs et de revenir dessus sur les principales affiches, je vous propose de regarder ce sujet d'Harold Montero pour se rafraîchir un petit peu la mémoire. Surprise dans le groupe D en Ligue des Champions de la CAF à l'occasion de la quatrième journée. Finaliste de la dernière édition, Al Ahly a chuté sur la pelouse de Simba. En Tanzanie, les Égyptiens se sont inclinés sur le score d'1-0 après un but encaissé peu après l'heure de jeu. De quoi relancer le groupe puisque dans l'autre rencontre, l'AS Vita Club s'est incliné chez la JS Souara, là aussi sur le score d'1-0. De son côté, l'Espérance Tunis n'a pas tremblé dans le groupe B. Tenant du titre, les 100 et or l'ont emporté 2-0 sans trembler face aux Orlando Pirates. 2-0, c'est aussi sur ce score que le Oroya s'est imposé devant le FC Platinum pour revenir à la deuxième place du groupe. Contre-performance en revanche pour le Wydad Casablanca dans la poule A. Les Marocains ont été tenus en échec par le Lobby Star 0-0. Même son de cloche pour l'ASEC Mimosa face au Mamelodi Sundowns. Et enfin, dans le groupe C, pas de vainqueur non plus entre le club africain et le TP Mazembe. Un match nul et vierge qui fait les affaires des Congolais qui prennent les commandes en attendant que les deux rencontres entre Constantine et Ismaili soient jouées. Réintégré dans la compétition après avoir obtenu gain de cause en appel, le club égyptien recevra Constantine le 23 février avant de se rendre en Algérie le 2 mars pour la quatrième journée de la phase de groupe. Alors voilà, messieurs, on va d'abord commencer forcément par les rencontres du groupe A. On va faire les choses dans l'ordre. Donc il y avait ce match entre le Wydad Casablanca, avant-dernier vainqueur de la compétition, et Lobby Stars. 0-0, on veut dire Firas contre-performance du coup pour les Marocains. On peut dire aussi que le Wydad a raté la qualification aussi. C'est un match qui était à domicile, toutes les conditions étaient réunies pour que le Wydad passe le cut et soit quasiment le premier qualifié de la phase de groupe, après une victoire au Nigeria qui a beaucoup plu aux supporters qui se sont déplacés et qui pensaient que leur club allait se qualifier et confirmer cette victoire-là. Sur le match, il y a eu beaucoup d'occasions du côté marocain, mais finalement, la finition n'était pas au rendez-vous. Avec du recul, au début de la poule, si les supporters du Wydad on leur aurait proposé d'avoir 4 points avec un déplacement au Nigeria, un match à domicile, ils auraient quand même signé. Ouais. Donc le Wydad a raté le coche certes, mais reste en bonne position, en ballottage favorable pour se qualifier. Mais il faudra quand même soigner quelques détails au niveau de la ligne offensive afin d'être prêt pour les tours prochains. Parce qu'au final, c'est ça, on peut dire que même s'il y a 0-0, contre-performance au niveau comptable sans doute, mais en fait dans le jeu, ils ont vraiment pris leur adversaire au sérieux. Oui, comme Firas l'a dit, c'est une contre-performance au niveau comptable, mais dans le jeu, le Wydad de Casablanca a bien joué. Et je crois que le Wydad de Casablanca a ses cartes en main pour la suite de la compétition, à condition évidemment que les attaquants du Wydad concrétisent les nombreuses occasions qu'ils ont eues. Surtout que dans notre affiche, du coup, il y a eu aussi 0-0 entre l'ASEC Mimosa et les Mamelodi Sundowns. Alors pour le coup, l'ASEC avait un coup à jouer devait s'imposer pour revenir dans la course. 0-0, par contre, là, ils se mettent un petit peu en danger. Ils ne confirment pas finalement. Ils avaient une bonne chance de jouer leur carte dans cette poule-là, mais on s'est rendu compte que dès les premiers matchs, on a vu le niveau de préparation du Wydad et du Mamelodi Sundowns qui s'est renforcé également pendant le mercato entre le tour préliminaire et la phase de groupe. Donc c'est une équipe complètement métamorphosée du Sundowns qui gère à l'expérience et malheureusement pour l'ASEC qui n'y arrive pas, ce sera éventuellement un peu difficile après 4 journées de se qualifier. En plus le Wydad n'a pas confirmé finalement et aura à confirmer sa qualification dans un match face à l'ASEC. C'est ça. Donc l'ASEC vraiment se met dans une position très 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 délicate pour se qualifier.
l'équipe finalement avait fait de bonnes prestations l'année précédente en Coupe de la CAF, mais peut-être que la marche est un peu trop haute actuellement pour la Ligue des Champions, surtout dans une poule comme celle-ci avec 2 anciens vainqueurs sur les 5 dernières années. Donc, et ça s'est vu dans le jeu. Donc voilà, pour la SEC, peut-être qu'il faudrait faire un peu le bilan et revoir. Ou peut-être aussi être reversé en Coupe de la CAF, ce serait peut-être plus une compétition au niveau actuellement de l'équipe. Moi, je pense que la SEC d'Abidjan est un peu à la croisée de chemin. Elle est en train de chercher son passé glorieux. Je crois que la SEC d'Abidjan, au niveau de la Ligue des Champions, lorsqu'on arrive en match de poule, ça devient un peu haut. Et je crois qu'en Coupe de la CAF, peut-être qu'elle aura son mot à dire. Mais en Ligue des Champions, je crois que les années se suivent et semble-t-il se ressemblent. Alors, on rappelle quand même le classement du groupe. Wydad, 7 points. Mamelodi Sundowns, 7 points aussi. ASEC et le Beastars à 4 points. Donc, autant dire que la 5e journée risque d'être déjà décisive. Messieurs, on passe au groupe B, le groupe de l'Espérance de Tunis, forcément tenant du titre. L'Espérance est vraiment lancée maintenant, victoire 2-0 face au Orlando Pirates. Tout roule pour l'Espérance. Une gestion impeccable de la compétition du début jusqu'à la fin, même les efforts du coach Mohamed Chabani qui a essayé entre les matchs de championnat et le calendrier très très chargé de l'Espérance de Tunis de tourner un peu l'effectif qui s'est beaucoup renforcé pendant le mercato également. Donc l'Orlando Pirates qui est un très très bon niveau, qui est arrivé sans encaisser le moindre but, sans perdre le moindre match. Sur la rencontre, on a vu que il y avait quand même une certaine différence entre le niveau qu'a proposé un tenant du titre comme l'Espérance et une équipe qui veut très bien faire dans cette compétition, qui sont toujours dans une position assez confortable pour se qualifier. Ils ont le niveau. On a vu éventuellement un quart de finale avant l'heure, entre guillemets. Ouais. Et voilà, ça sert peut-être de répétition pour les deux équipes, même si pour l'Orlando Pirates, il faut quand même faire un peu attention parce qu'il y a un autre adversaire de taille qui veut aussi avoir la 2e place qualificative, qui est le Oroya de Conakry. Et les 2 prochaines journées également verront ces 2 équipes s'affronter et ce sera décisif pour le deuxième billet qualificatif pour la poule. Alors là, on a l'impression, Terence, que l'Espérance, ils ont déjà leur billet, c'est à qui ils vont au moins passer. Les questions qui se posent, c'est avec qui? Bah oui, l'Espérance n'est plus à présenter sur le continent africain. L'Espérance de Tunis domine cette Ligue des Champions en match de poule. L'Espérance, ils honorent leur rang puisque ce sont les vainqueurs de la Ligue des Champions et pour moi, ils passeront. Maintenant, avec qui? Je vois bien le Oroya de Conakry qui, depuis quelques années, aujourd'hui, pointe son nez au niveau de la Ligue des Champions, notamment, même si c'est la première fois qu'il passe le cap des matchs en Ligue des Champions. Ouais. Ils ont quand même mis 6 ans. Donc, c'est un travail qu'ils ont fait. Antonio Soare qui a travaillé. Et je crois qu'aujourd'hui, Oroya est plus armé à accompagner l'Espérance de Tunis. Que les Pirates ouais. D'ailleurs, Oroya qui s'est donc imposé 2-0 face au FC Platinum. Alors, Oroya, Firas, Terence le disait, c'est une équipe qui travaille sur la durée. Ça fait 6 ans qu'ils sont là, ils avancent petit à petit. Ça peut devenir un des épouvantails dans les années à venir. D'ailleurs, la stat pour moi qui ressort de cette journée, c'est que l'Oroya de Conakry reste sur 14 matchs à domicile sans défaite en Ligue des Champions. C'est un club qui sait très très bien se comporter face à des équipes de renom comme l'Espérance de Tunis qu'il a failli battre lors de la première journée. Et c'est un modèle pour d'autres clubs comme la SEC ou d'autres sur la continuité technique et au niveau de la direction qui peut donner des résultats. L'Oroya de Conakry a fait un quart de finale de Ligue des Champions l'année dernière. Donc ce n'est pas étonnant de les voir à ce niveau-là. Ce qui sort aussi, c'est le niveau technique de cette équipe, avec un joueur comme Mandela qui est la révélation pour moi actuellement de ces 4 premières journées. C'est un joueur qui est vraiment... j'espère que l'Oroya saura le conserver. Non, pas trop, parce qu'après les tops et les flops, je pense qu'on va le revoir. On va peut-être le revoir, Mandela. En ayant vu le match, ce joueur-là propose vraiment un très très bon niveau pour la compétition. Donc ils sont actuellement dans une position en ballottage favorable pour se qualifier. Mais Orlando Pirates n'a pas dit son dernier mot. C'est sûr. Et ça se jouera à très très peu certainement. Et que le meilleur gagne finalement. Là, on rappelle, Espérance Tunis 8 points.
Oroya 7, Orlando 5 et Platinum FC 1 point. Messieurs, on passe au groupe D, avec les favoris qui voyagent mal dans le groupe D, notamment je pense à Al Ahly. Terence, je me tourne vers vous. Al Ahly qui va s'incliner 1-0 chez les Simba, assez surprenant là par contre. Oui, c'est la grosse surprise de la journée. Hein. Al Ahly qui n'arrive pas à s'imposer, qui perd son match et qui, au détriment de Simba. Donc c'est vraiment le gros coup de la journée dans cette journée de Ligue des Champions. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché du côté d'Al Ahly? Moi, je pense que même au niveau peut-être psychologique même, parce qu'on n'oublie pas que l'année dernière, par exemple, Al Ahly a perdu face à Kampala City par 4 buts. Peut-être que cette zone du continent ne réussit pas forcément à Al Ahly. C'est peut-être que ce match-là, ils ont peut-être sous-estimé un peu l'adversaire parce qu'on a vu aussi s'il y a une équipe qui s'est vraiment renforcée pour cette compétition, c'est vraiment Al Ahly. Ouais. Ils ont pris 5-6 joueurs égyptiens ou non d'ailleurs pour vraiment consolider leur équipe. Finalement, le football, c'est 90 minutes et sur le match, Simba a vraiment mis l'envie, l'application technique au niveau offensif. Ils ont eu beaucoup d'occasions et ils sont arrivés à concrétiser devant une équipe de là qui a eu des occasions en fin de match, mais finalement, au niveau de l'engagement, concrètement, sur le match, sur les duels, sur les fautes, sur les coups de pied arrêtés, on sentait que ils sont pas peut-être démobilisés, mais l'enjeu du match n'était pas celui d'un match contre une équipe peut-être nord-africaine. Est-ce qu'on peut dire que c'était du coup un match sans pour une fois? Peut-être. Je pense que ce genre de prestation ne va pas se répéter. La SAT je pense, et le directoire du club vont mettre vraiment beaucoup vont parler aux joueurs, vont expliquer que ce genre de prestation n'est pas acceptable pour un club comme l'Ahly. Et on a vu qu'à domicile, l'Ahly c'est plutôt performant. Ouais. Et c'est une équipe qui met beaucoup de buts. Donc, il faudrait que le club de Simba fasse attention au match retour parce que l'Ahly seront vraiment remontés. Ouais. Par contre, du coup, cette défaite, elle a un petit peu relancé ce groupe D parce que dans l'autre rencontre, la JS Saoura a battu Vita Club dans une des affiches de la journée, ce qui fait que maintenant, Al Ahly a 7 points, Simba 5, Saoura 5 et Vita Club 4. D'ailleurs, Vita Club un petit peu décevant sur ce coup-là. Pour moi, Vita Club, c'est une équipe qui me déçoit dans cette campagne de poule de la Ligue des Champions. Ils ont du mal, en tout cas. Ils ont vraiment du mal. Je crois qu'ils ont raté un peu aussi leur recrutement. Ils ont eu quelques petits problèmes en interne, puisqu'il y a un international gabonais qui a rejoint le club de Vita Club. Et pour moi, les Égyptiens de l'AS Saoura, ça va être la surprise. Les Algériens de Saoura, je le verrai bien en demi-finale de cette Ligue des Champions. Moi, au niveau des stats, ce que j'ai noté, c'est que Vita Club, sur les 9 derniers déplacements en Ligue des Champions, une seule victoire. Ouais. Et pour Al Ahly aussi, sur les 6 derniers déplacements, aucune victoire aussi. Donc ça peut dénoter aussi de quelques difficultés pour ces 2 gros clubs, du moins sur le papier, dans cette poule-là. Moi, j'ai vu aussi le JS Saoura sur les 2 matchs aller-retour face à Vita Club qui ont montré vraiment un visage meilleur que Vita Club, qui est finaliste de la Coupe de la CAF. Et en fait, au final, j'ai l'impression que cette édition de la Ligue des Champions, bon, tout le monde arrive à s'imposer à domicile, ça c'est pas un souci, mais la différence va se faire à ceux qui pourront prendre des points à l'extérieur, voire s'imposer. Ouais, tout à fait. Et on sait que l'environnement des matchs parfois font qu'un score bascule d'un côté ou d'un autre. Mais cette année-là, on arrive à voir que des équipes arrivent à glaner des matchs nuls à la 90e minute, que des équipes arrivent à mener au score à l'extérieur même s'ils se font rejoindre. Donc les matchs sont de plus en plus disputés, malgré qu'il y a de nouveaux noms, etc. Mais ça rajoute un peu plus au charme de la compétition. Donc oui, c'est très ouvert, notamment à l'extérieur, et toutes les équipes peuvent avoir des points face à n'importe qui. Alors, on passe au groupe C parce qu'on est un peu pris par le temps. Le groupe C, parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses à dire. Le groupe C, donc, il y avait une seule affiche, c'était donc le club africain de Pirates face au TP Mazembe. Donc, match nul 0-0. Bonne opération pour qui? Pour le TP Mazembe. Clairement pour le TP Mazembe, qui actuellement est leader du classement, qui attend les 2 matchs reportés et qui sera, quoi qu'il arrive, qualifié à l'issue, en tout cas virtuellement à l'issue de ces 2 matchs. Je trouve que sur ce match, globalement, le TP Mazembe a su gérer le match. L'objectif était de ne pas perdre.
puisque eux aussi restent sur une série à l'extérieur qui n'est pas vraiment Justement, glorieuse. j'allais y revenir parce que là aussi, Théran, je me tourne vers vous, quand vous parlez de Vita Club, mais Mazembe aussi, hors de ses bases, ça devient de plus en plus compliqué. Oui, c'est un peu la particularité de cette Ligue des Champions. Les équipes qui parviendront à se qualifier, ce sont elles qui voyageront. Mais avant, Mazembe arrivait à s'imposer un petit peu partout. Déjà, chez eux, c'était imprenable, c'était une forteresse. Mais à l'extérieur, ils arrivaient à faire quand même de très bons résultats. Là, on a vu qu'au fil des années, c'est plus compliqué quand même pour eux. Oui, mais le niveau de Mazembe aussi, il a largement baissé. Et puis derrière aussi, derrière, ça a augmenté. Donc, il y a peut-être un petit nivellement par le bas aussi qui arrive. Et puis, tout le monde se tient un peu par la barbichette. Ouais. Mais je crois que les équipes qui sauront voyager tireront leur épingle du jeu. Alors, il y a eu, lors de cette journée, forcément, une polémique. C'était au sujet de la réintégration du club d'Ismaili. On rappelle un petit peu les faits quand même, Firas. Donc, Ismaili qui avait d'abord été disqualifié de la compétition après les débordements face au club africain. Finalement, appel du club égyptien, ils sont réintégrés. Sauf qu'entre-temps, il y a eu 2 journées qui sont disputées. Ouais. Donc, Ismaili a 2 matchs en retard. Il va devoir les rejouer. Le groupe est totalement relancé. Alors, déjà, est-ce qu'il fallait vraiment les réintégrer ? Au regard de tout ce qui a été dit, tout ce qu'on a vu sur les images. Est-ce que c'est peut-être un spécialiste du droit qu'il faudrait demander ça, mais dès la fin de ce match-là, ce qui est sorti dans les médias égyptiens ou autres, c'est que l'Ismaili ne sera pas disqualifié puisqu'il n'y a pas eu d'envahissement du terrain comme le signifie le règlement. D'accord. Un jour après, on découvre que Ismaili a été disqualifié, puis réintégré par la suite. Est-ce que finalement c'est une gestion de la CAF qui n'a pas appliqué son propre règlement, puisqu'il a été déjugé entre guillemets à la tasse tout juste après. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est qu'au niveau de la presse égyptienne et de la presse tunisienne, puisque on a déguisé ça un peu entre une guerre des lobbies entre le clan algérien qui voudrait bien que Ismaili soit disqualifié pour que le CS Constantine soit qualifié directement. Voilà, et voilà l'autre clan tuniso-égyptien du coup qui voudrait que Ismaili soit réintégré pour rebattre un peu les cartes. Si la TAS, qui est la plus haute juridiction sportive, indique que le règlement de la CAF ne peut pas exclure Ismaili, donc il faudrait se tourner peut-être vers la CAF qui a mal décidé finalement. C'est peut-être ça au final. Est-ce que la CAF elle n'a pas jugé un petit peu trop vite? Parce qu'au final, normalement, les disqualifications, c'est sur les débordements. Là, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de débordement, même s'il y a eu un arbitre de touche qui a été visé par des projectiles. La commission d'organisation de la Ligue des Champions, celle qui a statué sur le cas d'Ismaili, je crois qu'elle n'a pas bien fait son travail parce que le règlement il est clair, on parle d'envahissement ou d'agression, mais dans le rapport des arbitres, ils ont dit que les supporters d'Ismaili avaient jeté des bouteilles d'eau sur les juges de touche et les joueurs qui étaient au banc de touche du club africain. Ouais. Donc à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on appelle violence ici? Donc moi ce que j'ai pas compris, c'est en fait le fait que la commission de la CAF parle d'agression physique, d'envahissement du terrain. Et en fait, qu'est-ce que la CAF entend par agression finalement, quoi. Ouais. Après, je crois que c'est là le nœud du problème. Et le plus inquiétant pour moi, c'est qu'à aucun moment, on a senti que la CAF n'a pensé à l'aspect sportif de la compétition. En décidant très rapidement d'exclure Ismaili ou en le réintégrant par la suite. Parce que maintenant, les 4 clubs peuvent se plaindre que la compétition soit biaisée. Elle est biaisée, c'est ça. Justement. Ça a profité à qui tout ça? Ça profite à Ismaili, c'est sûr, oui. Certainement. Sûr à Ismaili. Mais le club africain, c'est un gros préjudice parce qu'il va falloir revenir rejouer un match, ça engage des frais. Et après, ils ont aussi un championnat à avoir. Ça décale un peu tout et ça cause du tort à tout le monde finalement, cette décision. Alors, juste avant de se quitter, on va quand même retrouver le classement des buteurs et des passeurs de la compétition après 4 journées. Donc forcément, égalité, ils sont 5 avec 3 buts chacun. Donc Kagere de Simba, Makusu de Vita Club, Mondelo du Mazembe, Nedved, pas Pavel, hein, mais l'Égyptien d'Al-Ahly. Il faut s'habituer avec le club égyptien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de surnoms dans ces zones-là. Et ensuite aussi le classement donc, des passeurs. Là, ils sont 2 à égalité. On a Trésor Poutou du TP Mazembe, un Trésor Poutou de retour vraiment en très très grande forme. Et aussi El Shahat d'Al-Ahly. Donc pour l'instant, là, ils ont chacune 4 passes. Alors messieurs, on se retrouve pour la deuxième partie dans quelques instants après cette courte page de pub.
Afterstad, deuxième partie, toujours autour des compétitions interclubs. On a vu tout à l'heure la Ligue des Champions. Là, on va s'attarder sur la Coupe de la CAF avec mes deux invités du jour, Firas Kefi et Terence Ken. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, et surtout si vous n'avez pas vu tous les résultats, regardez un petit peu ce sujet d'Aziz Niayaoui pour vous rafraîchir la mémoire. La deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe de la CAF se jouait mercredi dernier. Une deuxième journée et un deuxième accro pour le tenant du titre du Raja Casablanca dans le groupe A. Les Marocains ont été tenus en échec à domicile face à l'AS Auto Odoyo, score final 0-0. Un match nul qui profite à la renaissance sportive de Berkane, tombeuse du Hassania d'Agadir 2-1. Dans la poule B, le choc entre les deux co-leaders du club sportif sfaxien et du Enugu Rangers s'est soldé sur un match nul, un but partout. Match nul également entre l'Étoile du Sahel et Saditas 0-0. Après leur revers lors de leur entrée en lice, les Ghanéens d'Asante Kotoko ont relevé la tête à domicile pour l'emporter 2-1 face aux Zambiens du Zesco United dans le groupe C. L'autre club zambien du tournoi, le Nkana FC, s'est lui imposé sur le même score à domicile face au Soudanais d'Al Hilal. Enfin, dans le groupe D, le Zamalek a concédé un match nul dans le temps additionnel face aux Algériens de Oussende, alors que les Angolais du Petro Atlético sont venus à bout des Kenyans de Gor Mahia 2-1. Alors, on l'a vu, le Raja Casablanca, tenant du titre, qui a été accroché, mais bon, ça, on va l'évoquer un petit peu plus tard dans l'affiche du jour. Sinon, messieurs, je me tourne vers vous, Firas. Il y avait un derby marocain entre la Renaissance sportive de Berkane et le Hassania Agadir. J'ai envie de dire logique respectée parce que Berkane, c'est un peu une équipe, une force montante sur le continent et il s'impose 2-1. Tout à fait. Et cette équipe-là, on a vu son parcours l'année dernière en C3. Justement, ils sont arrivés, ils ont passé la phase de poule, ils sont arrivés à la phase d'élimination directe. C'est un club très structuré qui progresse petit à petit, qui a un joueur comme Alain Traoré qu'on a vu en Ligue 1 en France. Entre autres, qui marque là, qui est décisif pour son club. C'est une vraie plus-value d'avoir un joueur de cette qualité-là dans une compétition comme la C3. Donc oui, logique respectée, même si ce groupe-là, ce groupe A, ou avec 3 clubs marocains, c'est peut-être un peu inédit de voir voilà, autant de matchs limite de championnat marocain voilà. Dans une même poule. Mais le parfum de la Coupe d'Afrique est là quand même, puisqu'il y a les points au bout. Et franchement, en ayant un peu vu le match, le club de Berkane a vraiment dominé son sujet. Les visiteurs ont essayé de sauver le point du match nul, mais on a vu qu'avec Berkane à domicile, c'est souvent, même jusqu'aux dernières minutes, c'est une équipe qui pousse et qui joue pour la victoire et que cette fois-ci, ils ont eu les 3 points. Et surtout qu'en plus, Berkane, du coup, ils ont confirmé leur match nul à l'extérieur. Là, ils s'imposent, ils sont leaders du groupe. La dynamique est positive pour eux. Oui, comme Firas l'a dit, la dynamique, elle est complètement positive. C'est une équipe qui a 2 internationaux, notamment les internationaux burkinabés, qui ont été d'ailleurs buteurs au cours de cette rencontre. C'est un club qui est bien structuré, c'est une équipe qui travaille sans trop faire de bruit. Et puis, elle prend du poil de la bête en C3. Et dans 5-6 ans, c'est une équipe qu'on pourra voir en Ligue des Champions. Terence, il a investi en ce moment sur les équipes, il a vu tout à l'heure. On devrait faire une liste des équipes qui vont progresser. Mais pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a vraiment des modèles comme ça, d'équipes qui sont constantes. On rappelle quand même le classement dans ce groupe A. Berkane premier avec donc 4 points après 2 journées, suivi du Raja 2 matchs nuls. L'AS Auto aussi 2 matchs nuls. Auto qui commence quand même pour une première et pas mal. Et le Hassania Agadir 1 point. Dans le groupe B, il y avait aussi l'Étoile du Sahel qui était en déplacement chez les Burkinabés de Salitas. Ils ont été accrochés quand même, 0-0. Face aux petits poussés, et avec l'Étoile du Sahel a pris un entraîneur d'expérience pour jouer cette C3, mais visiblement jusqu'ici, même si le premier match face au CS Sfaxien, qui est le spécialiste numéro 1 de cette compétition, on peut le comprendre un peu. C'est un match un peu serré et ils ont perdu à domicile. Mais face au Salitas, qui participe pour la première fois à ce stade de la compétition, peut-être ça met l'Étoile déjà dans une situation très compliquée pour la qualification, avec 1 point sur 6 en 2 matchs, et en se retrouvant dans une situation où ils vont se déplacer à recevoir à domicile pour le prochain match. Ils seront dans l'obligation de prendre des points pour un peu recoller et être au moins à la dernière journée dans la course quoi qu'il arrive. C'est un peu inattendu pour la qualité de cet effectif quand même, qui compte quelques internationaux qui étaient même au mondial avec la sélection tunisienne. Je me dis peut-être qu'en championnat, on les a vus, c'est une équipe qui commence à prendre forme, qui a du niveau.
peut-être qu'il y a un retard à l'allumage dans cette poule-là, mais je pense qu'il faudrait une victoire qui ferait le déclic pour que... Parce que quand même, c'est un groupe compliqué. Il y a quand même, certes, Étoile du Sahel, d'accord, mais c'est Sfaxien, vous l'avez dit, Firas, spécialiste de la C3. Enugu Rangers, les Nigérians, toujours difficile à prendre, ça ne va pas être facile. Surtout que dans l'autre match, Sfax et Enugu ont fait match nul, un but partout. Non, ça ne va pas être facile parce qu'Enugu Rangers n'est pas une équipe née de la dernière pluie. Enugu Rangers, c'est un historique des Coupes d'Afrique, donc que ce soit l'ancienne formule de la Coupe d'Afrique, de la Coupe de la Confédération, de la Coupe des Coupes et de la Ligue des Champions qui s'appelait avant la Coupe des Champions. Ouais. Donc Enugu Rangers revient sur le plan africain, sur le plan continental. Je crois que ça va être une poule assez difficile, puisque les Burkinabés de Sanitas aussi, il faut quand même rappeler ici qu'ils sont en ligue, ils sont en première division burkinabé, championnat burkinabé depuis à peu près 2 saisons. Et au bout de la 3e saison, ils se retrouvent à jouer la phase finale de la Coupe de la C3. C'est un exploit. Et puis arracher un match nul aussi, faut le souligner. Une autre stat peut-être qui ne va pas rassurer les supporters de l'Étoile du Sahel, c'est que l'Enugu Rangers, c'est la seule équipe qui est invaincue sur l'intégralité de sa campagne cette saison. Ils ont fait 6 victoires de match nul. Donc c'est une équipe qui a réussi à glaner un match nul à Sfax, qui n'est pas vraiment donné. Et vu le scénario du match, ils ont concédé le premier but à la 65e. Ils ont égalisé juste après. Et ils ont bien géré le match pour avoir le point du match nul. Donc c'est une équipe très difficile à bouger, comme tu l'avais souligné. Donc la double confrontation Enugu-Étoile du Sahel sera vraiment décisive pour l'issue de cette poule. Donc on passe au groupe C, messieurs. D'ailleurs, il y a eu statu quo dans le groupe C. Nkana FC a battu Al Hilal. Alors les Soudanais, généralement, en compétition interclub, ils sont pas mal, notamment en phase de groupe. Ouais. Mais en face, il y a des équipes zambiennes, notamment Zesco et Nkana, qui sont des forces montantes. Et on l'a vu là avec cette victoire de Nkana de Bizarre. On commence à s'habituer à ces noms-là, Nkana, Zesco et même des pays limitrophes, genre le Dynamos. C'est des équipes qui, c'est une zone qui monte un peu en compétition interclub. Pour le Hilal, je pense que l'élimination au dernier tour de la Ligue des Champions peut-être n'est pas vraiment passée, puisqu'ils se sont armés justement pour aller en phase de poule de la Ligue des Champions. Et peut-être que mentalement, ils pensent ne pas être à leur place. Oui. Et c'est ce qui fait que même au niveau de l'application, au niveau de l'envie, ils se sont renforcés eux aussi également. Et avoir une défaite en déplacement en Zambie, peut-être ce n'est pas vraiment exceptionnel, mais ça a eu comme conséquence de finir le bail avec l'entraîneur tunisien Zarfouli, qui a été juste remercié après. Pour le Hilal, peut-être que ce sera finalement une saison de transition, peut-être que ce sera une décision salutaire que de se dire on prépare une équipe pour le restant de cette phase de C3 en essayant pour l'année prochaine de bien figurer en Ligue des Champions et faire un parcours meilleur. Donc ils se sont vraiment mis dans une situation aussi compliquée aussi. Alors de son côté, Asante Kotoko s'est imposé 2-1 contre Zesco, ce qui fait que dans le groupe il y a un statu quo, tout le monde est à 3 points. Oui, tout le monde est à 3 points et les prochaines journées seront effectivement décisives. Mais ce qu'il faut souligner ici, c'est que cette C3 nous offre aujourd'hui un autre visage, c'est-à-dire que des historiques des différentes compétitions de Coupe d'Afrique, que ce soit l'Ashanti, que ce soit Zesco, que ce soit Kana, sont revenus. C'est-à-dire que lorsqu'on a changé les nouvelles formules des 2 Coupes d'Afrique des clubs, ces équipes-là ont un peu disparu parce qu'elles n'avaient pas travaillé. Mais on se rend bien compte qu'elles ont travaillé, elles reviennent aujourd'hui. Petit à petit. Et ça donne un autre visage à ces compétitions. Sans doute qu'elles sont encore sur la pente ascendante, et que sans doute ça risque de payer. On passe au groupe D où il y avait donc des Égyptiens de Zamalek. Zamalek qui quand même a fait un but partout face à Hussein Dey à domicile, contre-performance pour les Chevaliers Blancs. Pour Zamalek, vraiment, c'est peut-être dans la C3, c'est l'équipe qui est vraiment en dessous des attentes de tous les gens peut-être qui suivent un peu les compétitions interclubs. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité, qui a des internationaux égyptiens, de très très bons joueurs, de très très bonnes recrues, de très très bons joueurs africains. Mais cette équipe-là, il y a un peu d'instabilité au niveau de la direction qui peut-être s'impacte un peu sur les résultats sportifs. Que Nasser Hussein Dey, finalement, pour moi,
confirme la bonne passe des clubs algériens dans les deux compétitions. C'est une équipe qui est très très bien structurée, même si ce n'est pas l'équipe dont on entend parler le plus dans le championnat algérien. Ils ont fait une participation dans la Coupe des champions arabes, mais sans vraiment convaincre. Les voir aujourd'hui égaliser à la dernière minute, avoir un point au Caire, c'est vraiment inespéré pour eux avant la compétition. Et là, ils sont leaders du groupe. Avec 4 points. Ouais, pour Zamalek, c'est la même situation que l'Étoile du Sahel. Il faut vraiment se reprendre au prochain match, sinon ce sera 90% des chances qui se seront envolées. Et Zamalek, c'est un des favoris de cette compétition, naturellement. Et bon, pour l'instant, ils ont quand même 1 point, alors que les autres ont donc UCND 4 points, Gor Mahia et Petro Luanda 3 points. Oui, tout à fait. Et les prochains matchs pour Zamalek seront face au Petro Atlético, qui est une vraiment très bonne équipe. D'ailleurs, parlons-en d'ailleurs du Petro Atlético, parce qu'on a l'impression que c'est un peu notre premier agosto de la fin de la saison dernière. Une équipe qui ne paye pas de mine, mais qui monte en puissance. D'ailleurs, là, ils sont imposés 2-1 contre Gor Mahia. Et dans le jeu, c'est plaisant. Hein. Non, moi, ça ne m'étonne pas de voir le Petro Atlético de Luanda. Comme je te le disais tout à l'heure, ce sont des équipes qui avaient malheureusement disparu, mais qui avaient gardé une certaine identité. Ouais. Il a fallu évidemment retravailler pour se remettre dans le bain de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que dans les années 90, fin des années 90, début des années 2000, le Petro Atlético de Luanda, l'ASA d'Angola, ce genre d'équipe parvenaient aussi à pointer leur nez dans les différentes Coupes d'Afrique des Nations. Donc pour moi, ce n'est pas étonnant de voir le Petro de Luanda à ce niveau-là. Est-ce qu'ils peuvent passer cette phase de groupe ? Moi, j'en fais même un outsider en force pour le titre. Ouais. Oui. Sur les 2 matchs, sur ce que j'ai vu sur les 2 journées, c'est une des équipes avec peut-être un peu Ashanti aussi sur son 2e match qui produit vraiment du très beau football. Peut-être faudrait voir aussi dans les phases à élimination directe où les ballottages seront plus les mêmes, avec des équipes plus expérimentées éventuellement. Faudrait voir le croisement des tirages au sort, etc. Mais au niveau intrinsèque du jeu, franchement, le Petro Atlético, j'ai pas vu mieux sur les équipes engagées en C3 actuellement. Donc, bonne chance pour Zamalek pour les 2 prochains matchs, parce que ça risque d'être vraiment compliqué. Alors, en parlant de chance, il y a une équipe qui en a manqué, c'est le Raja Casablanca. On va parler donc de l'affiche qui avait lieu entre le Raja Casablanca et les Congolais de l'AS Oto. Donc, 0-0. L'AS Oto, ils font pas de bruit, mais pour l'instant, ils tiennent le choc. Hein. Là, au Oto, on a l'impression de voir Léopard. Là, c'est Léopard qui avait fait également une magnifique campagne africaine il y a quelques années encore. C'est une équipe qui a des joueurs internationaux congolais. Je pense notamment à Brice Mobio, qui a joué 2 Coupes d'Afrique avec le Congo, qui a roulé sa bosse un peu au Gabon. Et puis, c'est un club qui est dans une partie du Congo où tout est bien structuré. Ils ont un stade là où ils jouent. Pour moi, c'est une bonne équipe. Ça montre qu'en Afrique, il y a un nivellement des valeurs. Donc, on ne va pas peut-être faire la comparaison avec Oroya de Conakry, mais Oto-Oyo, Sanitas et autres. On voit qu'il y a des équipes qui travaillent, des équipes qui sont là, qui viennent pointer leur nez dans ces Coupes d'Afrique. Et du coup, pourquoi est-ce que le Raja n'y est pas arrivé ou n'y arrive pas pour l'instant dans cette campagne ? Le Raja n'y arrive pas. Bon, peut-être que pour le prochain match, le premier match plutôt, excusez-moi, c'est un adversaire finalement du championnat marocain. C'est un match un peu serré. Peut-être le vrai premier match de Coupe d'Afrique de phase de poule, c'était celui-là. À domicile en plus. Et à domicile, mais c'était devant une équipe qui a vraiment défendu sa chance, quoi. C'est une équipe qui est venue pour pas prendre une valise. Et ils ont bien joué défensivement, ils étaient très bien structurés. Peut-être en contre, la qualité n'y est pas, parce qu'il y avait moyen de marquer ou de au moins faire quelques occasions. Mais le fait d'avoir tenu ce score du match et le match héroïque du gardien Ngobo qui a tout arrêté littéralement. Et justement, donc ce gardien-là peut-être a sauvé son équipe, mais c'est ce genre de match qui peut être un déclic même pour un club. Ça peut être un match référence pour ce club-là qui a peut-être pas l'historique du Raja ou d'autres clubs engagés dans cette compétition, mais arriver à faire un match nul au Maroc face au tenant du titre, ça peut faire beaucoup de bien et donner beaucoup de confiance. Et le prochain match à domicile, il sera vraiment à suivre pour voir cette équipe-là devant un autre adversaire, peut-être mettre son jeu en place et nous montrer ce qu'ils savent vraiment faire et éventuellement gagner et jouer leur chance. Et du coup, juste rapidement, Terence, est-ce qu'il faut s'en faire pour le Raja après 2 journées ? Moi, je crois que oui, quand même.
Parce que le Raja de Casablanca en championnat déjà en Boutola Pro, ils ont quelques soucis. Avec ils ont changé d'entraîneur, ils sont séparés de quelques joueurs. Il y a leur président qui n'est pas content des allégations de la presse. Il y a un peu un environnement un peu explosif autour du Raja de Casablanca. Et j'ai comme l'impression que le Raja de Casablanca n'a pas su digérer sa victoire en C3 l'année dernière. Ils ont tout enchaîné. On a l'impression que c'est dur aussi de revenir après un titre. Voilà, cette équipe-là ne s'est pas arrêtée. Il n'y a pas eu ce petit temps-là où on coupe tout et puis on revient. C'est un peu le trop-plein. Et puis on a l'impression que le Raja aujourd'hui, c'est une équipe sans repère. Ouais. Alors messieurs, on va regarder quand même le classement des buteurs et des passeurs aussi de la C3. Alors aussi là aussi statu quo en tête avec Hassan du Zamalek, donc qui est le meilleur buteur avec 2 buts, à égalité avec Kip Kirui de Gormaya, aussi avec son coéquipier Tui Sengue, toujours de Gormaya, Walid Alilal et Zouane des Mamelodi Sundowns, 2 passes décisives chacun, 2 buts chacun, ça c'est le classement des buteurs. Et au classement des passeurs par contre aussi là, égalité, ils sont 3. On va retrouver Thiago Assolao, justement l'Angolais du Petro Atlético qui est en train de distiller des caviars. Sangué de la Santé Kotoko et Tui Sangué là aussi de Gormag, donc il nous fait un double-double, buteur et passeur. MVP Pour les de la semaine. amateurs de la NBA. Alors messieurs, maintenant, je sais que vous attendez ça, vos tops et vos flops. On va commencer par vous, Firas, en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, moi j'ai mis en top Simba et Mandela au Royal, le joueur Mandela qui a fait vraiment un super match face au Platinium et les 2 buts du Royal mettent en évidence la qualité technique qu'il y a dans cette équipe-là. Simba pour la victoire face aux finalistes. Face aux finalistes et pour le match même qu'ils ont fourni. Et le flop pour moi, ça reste l'ASEC Mimosa quand même qui finalement n'arrive pas à confirmer les espoirs parce que dans cette poule-là, il y a le Wydad, il y a Mamelodi Sundowns, il y a l'ASEC, on s'attendait à une poule vraiment relevée, mais on s'est rendu compte que 2 des 3 équipes sont au niveau et peut-être que l'ASEC a un peu déjoué sur ses 4 premiers matchs et qui actuellement n'est pas en position de se qualifier. Alors, et pour vous, Terence, les tops et les flops en C1 En C1, Ziri Amar, le joueur de soir, qui a donné la victoire aux Algériens contre le Vita Club. Et puis il y a Pape Abdoulaye Kamara de Roya, le petit milieu de terrain de Roya. Bon, donc au Roya, on sent qu'il y a du talent, il y a un petit potentiel. Oui, il y a du talent. Et puis Mehdi Kagere de Simba qui a donné la victoire et puis qui est dans le classement des buteurs. Et pour la C3 alors, Firas? Pour la C3, moi j'ai mis en top le Petro Atlético. Je conseille aux amateurs de regarder le dernier match. Vraiment, c'est une très bonne équipe. Le gardien d'Auto. Un match héroïque, c'était lui contre le Raja Casablanca. Et pour les flops, l'étoile du Sahel, les Zamalek. Surtout Zamalek après ces 2 premiers matchs. Un point après 2 journées. C'est limite catastrophique pour une équipe de cette envergure-là, de se faire rejoindre à la dernière minute, même si l'adversaire est coriace, certes, mais le standing de Zamalek, ils peuvent le gagner. Le match, ils ont raté beaucoup d'occasions, donc ils se mettent dans une situation difficile tout seuls. Alors, et les tops et les flops de Terence pour la C3? La C3, comme il a dit, le gardien de Otto en top. Donc Wolfregon Mungonza. Et puis en 2, j'ai mis Issoufou Dayo et Alain Traoré qui ont donné la victoire à Berkane. Et puis en flop, le Raja de Casablanca. Et puis Houssine Yejour, l'attaquant du Raja Casablanca pour les nombres qui symbolise un peu aussi. Oui, mais c'est peut-être aussi ça symbolise un peu la gestion un peu difficile de la poste C3, où c'est un attaquant très expérimenté, Mohsin Yajour, ça fait des années qu'il est là. Mais on n'arrive pas à voir le Raja qui recrute des joueurs qui peuvent éventuellement prendre le relais, même au niveau un recrutement étranger, pour remplacer ce joueur-là et donner un peu plus de possibilités devant. En tout cas, pour l'instant, tout reste ouvert, même si dans certains groupes, il y en a 2-3 équipes, qui ont fait le trou. On pense notamment à l'Espérance Tunis. En tout cas, nous, on sera là la prochaine journée donc, pour en discuter. Donc, ce sera en phase de groupe, la Ligue des Champions, 5e journée. En Coupe de la CAF, 3e journée, déjà décisif parce qu'il y a double confrontation, 3e journée, 4e journée. Messieurs, merci en tout cas pour vos éclaircissements, vos tops et vos flops. Moi, je les partage plutôt avec vous, notamment le gardien congolais de la SOTO. Pour moi, c'est mon gros top. Et puis, Mongonza, tout à fait. On se retrouve lors de la prochaine journée pour débattre de tout ça avec vous. Et bien, quant à nous, on se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.